votre présence à cette première conférence Projet urbain pour la session 2021-2022. Nous accueillons aujourd'hui Frédéric Rossano. Frédéric Rossano est paysagiste, urbaniste, diplômé de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles et docteur en sciences de l'ETH Zurich. Il est maître de conférences Ville et Territoire et chercheur au laboratoire AMUP de l'École d'architecture de Strasbourg. Il a dirigé ce laboratoire de 2018 à 2020. Le travail de Frédéric Rossano se focalise sur les approches projectuelles du paysage et de l'environnement habité, et en particulier sur la gestion de l'eau et l'intégration des crues dans le projet urbain et territorial. Il nous paraissait donc tout à fait logique de l'inviter pour donner une présentation, une conférence dans le cadre de la session de conférence de cette année, d'autant que le thème de cette année va porter sur la résilience des territoires et que Frédéric Rossano va nous présenter son ouvrage « La part de l'eau, vivre avec les crues en temps de changement climatique », sur base des différentes réflexions menées dans différents territoires quant à la gestion de la cohabitation entre activités humaines et cours d'eau. Quelles sont les expériences inspirantes et quels sont les écueils rencontrés par des projets ou des politiques menées à cet effet? Il s'intéressera plus particulièrement au cas de la ville de Strasbourg, à ses territoires de recherche. La ville de Strasbourg est parcourue par un réseau hydrologique important qui fait l'objet de multiples enjeux d'avenir, tant économiques, urbains, touristiques que paysagers. Et cette situation le conduit à considérer Strasbourg comme une métropole fluviale. Alors pour votre information, nous avons ici une première conférence de Frédéric Rossano qui reviendra mardi, c'est bien mardi, hein, Joël, mardi 12 à Liège dans le cadre du séminaire que nous organisons sur la question de l'aménagement de la Meuse face aux risques climatiques. Séminaire lors duquel nous accueillerons différents intervenants de l'université, du SPOE, de l'AIDE, ainsi que quelques intervenants qui viennent de l'extérieur. Et Frédéric Rossano clôturera la présentation mardi prochain. Si vous êtes intéressé, vous pouvez encore contacter Joël Privot si vous le souhaitez pour vous inscrire. Les inscriptions sont en passe d'être clôturées. Je vais maintenant passer la parole à Frédéric Rossano et nous sommes enchantés de vous entendre, de vous écouter et de nous inspirer par rapport à votre expérience de gestion de l'eau dans le cadre du projet urbain. Bien, bonsoir Jacques, merci de cette invitation. Je suis heureux d'être avec vous virtuellement ce soir et bientôt physiquement. Donc effectivement, pour parler de ce sujet qui nous concerne tous et vous plus encore que d'autres, qui est la gestion des crues et comment nous, la famille des architectes, des paysagistes, des ingénieurs, des urbanistes, des géographes, comment est-ce qu'on intègre cette question-là, cette dynamique-là dans nos projets qui est le souci que j'ai eu du fait d'une trajectoire personnelle qui fait que j'ai grandi dans les Alpes, territoire fragile, que j'ai exercé aux Pays-Bas et vécu aux Pays-Bas, territoire encore plus fragile pour d'autres raisons, et que j'essaie tenté de faire une synthèse un peu des expériences que j'ai rencontrées, parcourues, soit en tant que concepteur et plus tard en tant que chercheur, enseignant-chercheur à l'ETH Zurich et aujourd'hui à Strasbourg. Alors, je vais peu évoquer Strasbourg, mais surtout évoquer cette trajectoire d'avant qui était qui en fait naît d'une question, une constatation, c'est-à-dire qu'on a vécu un tournant, disons, d'une approche très ingénierielle de la gestion de l'eau, et qu'on est passé autour des années 2000 vers une gestion plus territorialisée. Et la question que je me suis posée et que j'essaie d'éclairer sous plusieurs angles, c'est comment se fait ce passage, comment il se fait dans différents pays, pour savoir justement comment différentes cultures, culture du territoire et culture du projet urbain, intègrent cette translation. J'aime pas le mot changement de paradigme, mais dire qu'il y a en ce moment toutes les 2 semaines des changements de paradigme, mais on peut dire que dans notre métier, il y a eu un vrai changement. Donc le titre de cette présentation ce soir, c'est La part de l'eau, qui est aussi le titre de l'ouvrage que j'ai publié donc cette année. Je reviens sur ce titre-là en fait parce que
C'était un choix évidemment stratégique et complexe toujours. Et l'ouvrage, je ne sais pas le même titre en anglais. En anglais, il s'appelle Floatscapes, qui est un néologisme évidemment sur la base du landscape. Pourquoi? Parce que la question, en fait, c'est aussi de se dire qu'un un paysage inondé, on le perçoit a priori comme quelque chose de subi et comme quelque chose d'amorphe, donc littéralement quelque chose qui n'est pas décidé, mais qui est plutôt un territoire qui est effacé, en fait, dans le cas d'une crue catastrophique. Or, il s'agit aujourd'hui bien, en fait, d'accepter partiellement la crue, mais de lui donner forme, c'est-à-dire de mieux contrôler la crue, en fait, de la laisser passer pour pouvoir la contrôler, pour pouvoir l'orienter, et où finalement on se retrouve dans une position qui est un peu nouvelle, où il ne s'agit pas seulement de résister à la crue, mais il s'agit donc de lui donner forme et de créer ce que j'ai appelé donc, un floatscape, qui est un néologisme qui commençait à circuler un petit peu dans le monde de l'urbanisme et du paysage. Floatscape qui était un mot traduisible en français, et le titre français m'est venu alors d'un éminent ingénieur qui était Napoléon III, qui bon, n'était certes pas ingénieur dans le titre, mais qui a une activité débordante en matière d'aménagement du territoire, et qui, suite aux grandes inondations de 1856, avait déclaré: il faut faire la part de l'eau comme on fait la part du feu. Un mot que j'ai trouvé très fort, qui en fait qui dit à la fois deux choses, qui dit, si on suit l'expression faire la part du feu, qui dit il faut accepter une part de perte, en fait, pour mieux se protéger de la catastrophe. Il y a nécessité euh, d'accepter, de sacrifier certaines choses pour ne pas tout perdre. Ça, c'est le sens de l'expression de la part du feu. Et puis, il y a évidemment un sens très littéral qui est que pour éviter de tout perdre, donc il faut accepter de perdre un peu, et pour perdre un peu, il faut faire de la place à l'eau. Euh, donc deux titres qui racontent un peu deux facettes du même sujet, et qui m'amène voilà, à cette photo qui est une photo du Nordwald, qui est un ancien polder dans la région du Biesbosch, au sud de la ville de Dordrecht, une région très urbanisée. Et j'ai envie de rajouter comme surtitre ici: ceci n'est pas une catastrophe. Ça a l'air catastrophique, mais ça ne l'est pas. Cette maison est là et elle est épargnée par les autres parce qu'elle a été précisément construite sur une plateforme qui est précisément conçue pour rester au-dessus du niveau des hautes eaux. Et ce paysage-là inondé a été inondé précisément parce que la digue a été percée pour qu'il soit inondé. Donc en fait, on est ici typiquement dans un floadscape, c'est-à-dire un paysage d'inondation, un paysage de crue qui est une production culturelle, qui est une production paysagère et une production ingénierielle. Alors cette acceptation de l'eau, évidemment, elle est pas dans notre histoire, si on peut dire, en tout cas en Europe occidentale. On a plutôt appuyé sur un socle, une histoire de lutte et de combat, combat qui a connu de grandes défaites, si on peut dire. Et si on voit les images justement de ces grandes inondations du Rhône au XIXe siècle, qui étaient illustrées avec grand détail dans les grands magazines français. Il y a donc la même année avec les grandes inondations de la Loire. Et on se situe en fait à cette époque-là dans une véritable guerre contre l'eau, une guerre contre les fleuves aussi, mais d'une manière générale une guerre contre l'eau qui a plusieurs tenants, plusieurs origines. Et une des origines, c'est aussi une origine politique, c'est-à-dire qu'on est aussi en Europe à l'époque de la formation des grandes nations et des grands pouvoirs impériaux. Et affirmer la puissance impériale sur un territoire soumis aux crues, c'est finalement aussi un coup double, puisque ça permet de viabiliser des territoires, voire d'engager même des travaux d'assèchement, puisque là, en l'occurrence, Napoléon visitant les inondés dans la vallée du Rhône, on a profité pour lancer le projet d'assèchement d'une partie de la Camargue. Et puis c'est aussi une manière d'imposer à l'ensemble d'un territoire la puissance du pouvoir central, qui concentre à la fois le pouvoir militaire, mais qui concentre de plus en plus le pouvoir de l'ingénierie. Ces ingénieurs qui sont envoyés, ici on les voit sur la tour d'Arles, contempler la plaine du Rhône, alors certainement avec effroi, mais les textes de l'époque nous assurent la providence, nous dit un des textes de l'époque, la providence ne nous abandonne point dans nos misères, elle nous envoie l'empereur. Il vient pour s'assurer par lui-même de l'étendue de vos désastres et soulager vos souffrances, autant qu'il est donné à l'homme d'adoucir les rigueurs du ciel. Donc on voit qu'il y a dans la gestion de crues au XIXe siècle, mais un peu avant et de plus en plus après, une véritable entreprise politique d'affirmation du pouvoir et de gestion du territoire,
où l'empereur, dixit toujours le même texte, l'empereur vient faire avec le Midi un grand pacte d'affection et d'amour. Donc on est dans une relation comme ça tout d'un coup qui devient complètement symbiotique entre l'empereur ingénieur et son territoire et son peuple. Qui va se traduire d'ailleurs par des représentations de plus en plus lyriques de l'empereur. Désolé, je vois que l'image est très pixelisée. Ici, vous voyez donc un tableau qui représente l'empereur qui visite alors là, les inondés de la vallée de la Loire la même année. Et en fait, quand on identifie, quand on analyse un peu la position du roi empereur là parmi ces sujets, ben, en fait, on retrouve quasiment littéralement un tableau de la même époque qui représente Jésus-Christ et les petits-enfants. Et on voit donc la fusion totale finalement du mythe du prophète compatissant et de l'empereur compatissant. Alors, cette guerre contre l'eau, elle est très très concrète. 19e siècle, en fait, on voit disparaître quasiment tous les grands cours d'eau d'Europe occidentale. Ici, vous voyez le Rhin entre Strasbourg et Karlsruhe au 19e siècle, et non pas au 22e siècle, mais au 21e, un peu d'avance, qui perd quasiment 80% de sa largeur, et au passage qui perd la quasi-totalité de sa forêt alluviale. On voit ici une modélisation du Rhône valaisan, donc en Suisse, alors qui lui était un fleuve déjà moins anastomosé que le Rhin, mais qui malgré tout avait des méandres et des parties justement plus planes et s'étalait dans la vallée. On voit qu'en fait il est transformé finalement en canal de drainage, de même que tous les affluents du Rhône sont transformés également en canaux de drainage. Toujours vers cette même époque très hydrophobe de la deuxième moitié du 19e siècle et du début du 20e siècle. Ici, une autre image, une rivière l'Isère en amont de Grenoble. Et cette image, elle dit à la fois le rétrécissement de la canalisation de la rivière, elle dit aussi en fait ce que ça a permis, c'est-à-dire que ça a d'abord permis la démultiplication des surfaces agricoles qui ont permis de nourrir des populations en croissance exponentielle. Et ça a permis par la suite, un peu plus récemment, une croissance urbaine exponentielle également, puisque là, on voit en fait qu'à la fin du XVIIIe siècle, donc juste avant le tout début de l'époque moderne, on a en fait deux chapelets de villages qui sont très prudemment positionnés sur le piémont des montagnes, la Chartreuse à gauche et le Baldon à droite, et ces deux chapelets sont, je dis prudemment, parce qu'ils sont à la fois, ils sont un peu loin des sommets pour éviter les problèmes liés à la montagne climatique, et puis en même temps suffisamment éloignés de la plaine pour éviter d'être impactés par les crues de l'Isère. Or, on se retrouve aujourd'hui avec une agglomération que vous voyez en bas d'environ 400 000 habitants autour de la ville-centre, mais qui a remonté les vallées sur 20 à 30 km et qui a envahi une grande partie en fait, du lit majeur. Alors cet esprit guerrier et conquérant qui nous a quand même au passage rendu riches et bien portants, puisqu'il faut bien quand même aussi rappeler que ce massacre écologique a été aussi un boom économique sans précédent dans l'histoire de l'Europe de l'Ouest. Il a été nommé d'ailleurs très littéralement une colonisation intérieure. Il y a eu des appels en particulier suite aux guerres en fait, où les différents pays se sont dit en fait quand on est coupé du monde pendant la guerre, on a quand même besoin de cultiver, donc on a besoin de terre, donc on va chercher à coloniser nos propres terres, et c'est donc ces grands travaux. Et en fait, cette époque-là, elle continue bien après la Seconde Guerre mondiale, parce que là, on est à la fin des années 60, toujours au bord de l'Isère, donc la même rivière qui est en amont de Grenoble. On voit le dernier méandre de l'Isère qui est coupé en 1968. Et cette œuvre-là est évidemment célébrée comme une conquête ultime de l'humain et de l'homme en particulier, puisque en l'occurrence, il y a comme ça un jeu un peu misogyne où l'Isère était finalement comparée à une femme infidèle qui sortait de son lit un peu trop souvent et l'ingénieur la remet dans son lit. Un peu une sorte de rencontre entre une culture, disons, dominante dans plusieurs domaines. Et en fait, cette image de la rivière insolente, erratique, on la retrouve aujourd'hui encore. J'étais surpris de voir encore sur le site de Strasbourg il y a quelques jours qu'on parlait encore, par exemple, parlait encore des caprices du Rhin, comme si le Rhin était un vilain garçon. Et du coup, un vilain garçon, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie à la maison de correction, on lui donne une bonne fessée, mais en tout cas, on ne lui donne pas de l'espace pour faire des bêtises. Donc, on est finalement toujours emprunt
cette culture hydrophobe d'une certaine manière, qui fait des fluctuations naturelles, des choses à corriger, des choses anormales, des choses inacceptables. Et finalement, du coup, des choses avec lesquelles on est relativement peu capable de vivre, malheureusement. Alors, tout change, rien ne change. En tout cas, dans le rôle compassionnel, ça c'est également une histoire un peu parallèle, un peu anecdotique, mais c'est quand même amusant de voir que dans le rôle compassionnel qu'a pu prendre l'empereur Napoléon III en 1865, ben, on peut y retrouver aussi la reine Juliana des Pays-Bas, on peut y retrouver Barack Obama, on peut retrouver François Hollande qui va un peu salir ses souliers dans les décombres. On va y retrouver le malheureux George Bush qui a, lui, le malheur de ne pas salir ses souliers et qui va être éreinté complètement par le Parti démocrate. Qui va regarder ce président qui se contente de survoler les dégâts sans jamais mettre le pied à terre. Honte à lui. À l'inverse, on va célébrer Angela Merkel qui, dans ses habits tout simples et son ciré pas très élégant, va parcourir les rues de Passau. En fait, chaque chef d'État va y mettre de son propre style finalement, en y mettant un peu plus de compassion, un peu plus de dignité, ou un peu plus de distance. Et finalement, chaque peuple va aussi exprimer sa culture du risque et de la catastrophe à travers la gestion des crues. Arrive quand même au tournant du siècle des angoisses nouvelles. Quand je dis au tournant du ciel, c'est assez large, et une sorte de fusion entre la fiction et la réalité. Et là, ces trois images, elles sont intéressantes à comparer, parce que sur les trois, il n'y en a qu'une qui est un médium de fiction. En l'occurrence, c'est l'image du centre, qui est l'affiche du film 2012, qui est sorti en 2009, dans lequel on voit l'église principale de Reykjavik disparaître dans les flots. D'une hypothétique fin du monde, un hypothétique tsunami global qui engloutirait la planète entière. Les images de gauche et de droite, ce sont des journaux tout ce qu'il y a de plus respectables, puisqu'à gauche, on a le Spiegel, qui est le plus grand magazine allemand, et à droite, on a une image qui est tirée de Vrij Nederland, qui est un autre magazine fort respectable néerlandais. Deux images tout à fait fantaisistes, puisqu'elle part d'un postulat d'une hausse du niveau de la mer de plus de 30 mètres à peu près. Enfin, dans le cas d'Utrecht, ça serait peut-être simplement une quinzaine de mètres, mais dans les deux cas, on peut quand même se dire qu'elles sont relativement fantaisistes, mais elles servent là aussi à générer une mobilisation générale par l'angoisse, voire une sorte de panique organisée, où on va se dire, ça y est, on n'est plus protégé, c'est la fin de l'ingénieur. L'ingénieur, on a perdu la bataille, et il faut se préparer à la submersion globale. En parallèle à cette histoire, il y a une histoire qui n'est pas écrite, que j'ai essayé un petit peu d'effleurer dans mon travail, qui est l'histoire justement des populations qui ont su vivre avec les crues dans nos régions. Alors, ici, par exemple, sur cette image, vous voyez en fait un modèle numérique de terrain du nord des Pays-Bas, à peu près à la frontière entre la Frise et la province de Groningue. Et tous ces petits points qui émergent dans le paysage, ce sont en fait des tertres, ce sont des amas de matériaux, de sols, de résidus, qui ont été amassés pendant probablement des siècles et sur lesquels habitaient les frisons, probablement déjà au tournant du millénaire, du premier millénaire, donc il y a pratiquement 2000 ans de ça, et qui leur permettait en fait à la fois de vivre dans ce pays d'eau très poissonneux et relativement riche, et en même temps justement de pouvoir remonter sur leurs terres et y remonter famille et bétail, et donc de vivre avec les crues. Ces civilisations-là, on va en retrouver également dans l'estuaire de la Loire, par exemple. On va en retrouver quelques traces en Camargue, de dispositifs comme ça très concrets, très simples, qui montrent qu'en fait, il y a une histoire d'une vie relativement harmonieuse, on peut le supposer, avec les crues, et qui instrumentalisait même les crues, puisque les va-et-vient des marées étaient utilisés par les frisons pour capturer le poisson à la marée basse. Le problème, c'est que cette histoire-là, finalement, elle n'a pas été écrite parce que c'était des civilisations qui n'étaient pas urbaines déjà, donc qui n'ont pas tellement eu le loisir d'écrire leur expérience. Et d'autre part, parce que, comme on dit, souvent, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et les vainqueurs, en l'occurrence de la guerre de l'eau, ce sont ceux qui ont réduit nos fleuves au maximum, ceux qui ont asséché nos terres et ceux qui ont permis la massification de l'agriculture et qui ont permis la prospérité globale de l'Europe, mais qui, d'une certaine manière, ont écrasé une partie de notre histoire.
Dans cette histoire parallèle, il y a aussi, par exemple, l'art qui a été développé, entre autres, en Italie, mais par la suite aussi beaucoup en Angleterre, qui était l'art de la colmate. En fait, on redirigeait les fleuves pour justement, ou les rivières justement pour utiliser les matériaux chargés par les rivières, pour permettre d'aller remblayer, justement, d'aller remblayer des terrains. Euh, et du coup de créer du sol avec la rivière plutôt que contre, donc plutôt qu'en repoussant la rivière. Autre exemple, alors il y a parfois des exemples un peu fantaisistes, mais là à nouveau à Grenoble, où les ingénieurs du génie, voyant que l'Isère risquait un jour ou l'autre d'inonder la ville, ce qu'elle a fait plusieurs fois, ont proposé en fait de créer carrément un canal, de transformer Grenoble en île et de créer un bras de rivière. Donc, il y a eu aussi une sorte de créativité de faire de la place pour l'eau. On retrouve aussi ça aux Pays-Bas et là aussi dans des projets qui n'ont pas été réalisés alors qu'ils étaient visionnaires. Avec en haut, vous voyez un projet. On voit ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je. Oui. Donc ici, on a le cours en fait du bras principal du Rhin et de la Meuse qui se rejoint avant d'arriver à Dordrecht, puis de se séparer à nouveau vers Rotterdam et l'estuaire. Et ici, on avait un bottleneck, un goulot d'étranglement, et l'ingénieur Crucius a proposé à cette époque-là, voie assez perdue, mais il a proposé en fait plutôt que d'augmenter les digues, de rehausser les digues, il a proposé de faire deux dérivations, l'une ou l'autre, par le sud ou par le nord, pour justement donner de l'espace à la rivière. L'autre projet qui est fait à l'époque ou un peu après, c'est ce projet-là qui transforme en fait la branche sud en canal parfaitement rectiligne. Aucun des deux projets ne sera réalisé. En fait, on va avoir droit à une sorte d'entre-deux qui globalement conserve un chenal unique, mais un peu moins brutal, on va dire, que celui qui est proposé en bas. Mais ce qui est intéressant dans cette idée, c'est de se dire que déjà en 1730, il y avait des voix aux Pays-Bas, le pays des digues, qui disaient attention, en cas de grande crue. On ne pourra pas indéfiniment rehausser les digues et il va falloir faire de la place à l'eau. Et un mécanisme qui était déjà d'ailleurs connu dans le paysage néerlandais, puisqu'on retrouvait ce que les Hollandais appelaient les overlaps, qu'on pourrait traduire par déversoirs en fait, qui étaient généralement des anciens cours de rivière où la rivière reprenait son ancien cours quand elle débordait du cours qu'on lui avait imposé. Et ces anciens cours, ils étaient conservés des fois assez précieusement, justement parce qu'on savait qu'ils pouvaient être spontanément remis en fonction en cas de crue. Alors, pour revenir un peu à l'époque contemporaine, le tournant, il se fait quand? Il se fait un petit peu dans les années 90-2000, où tout d'un coup, un peu dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, on va commencer à parler d'espace. Alors, pourquoi ce tournant se fait? Il prend son origine le long de la Meuse, la Meuse qui impose un peu son agenda déjà dans les années 90 avec les grandes crues de 1993 et 95 qui sont un vrai choc, un vrai électrochoc pour plusieurs pays, pour la France, la Belgique, les Pays-Bas. Et qui vont mener à une mobilisation de ces pays-là, les pays traversés par la Meuse, qui vont signer une déclaration d'Arles. Peu après, en fait, ce sont les ministres de l'Environnement français, allemands, belges, luxembourgeois et néerlandais qui vont se mettre d'accord pour changer le fusil d'épaule et passer à une vision territoriale de la gestion des crues. En fait. Et dans l'appel qu'ils signent dans cette déclaration d'Arles, ils appellent donc entre autres à prendre des mesures concrètes, je cite, dans divers domaines, en particulier en matière d'aménagement du territoire et d'utilisation des sols, et en matière de gestion des eaux par les zones de retenue, endiguement, gestion des débits. Donc l'endiguement est toujours là, mais on parle de zones de retenue, de gestion des débits. Donc on s'aventure dans une gestion beaucoup plus vaste et beaucoup plus territorialisée. Et il recommande principalement d'adapter la morphologie des cours d'eau et de limiter la vulnérabilité des plaines inondables et de prendre des mesures en matière d'aménagement du territoire qui permettent d'emmagasiner davantage d'eau dans l'ensemble du bassin des fleuves. Donc il s'adresse à la fois au territoire, mais aussi au territoire urbain. Il préconise entre autres d'empêcher le développement de l'urbanisation dans les zones vulnérables en bordure de la Meuse et du Rhin, et donc déclaration qui va fêter ses 25 ans. Donc il y a un vrai tournant qui va ensuite, on va avoir ensuite une loi européenne sur l'eau, on va avoir des aménagements de polders de rétention tout le long du Rhin, à partir de Bâle jusqu'à l'estuaire, on va avoir
Un renforcement globalement aussi de l'écologie politique qui va petit à petit s'imposer dans la gestion des rivières. Et ce changement-là, on va le retrouver un peu de partout. Donc ça va être aux Pays-Bas, démarre un peu la réflexion sur le programme Ruimte voor de Rivier, donc littéralement de l'espace pour la rivière. En Allemagne, on va faire du Raum für Flüsse, de l'espace pour les fleuves, pour les cours d'eau. On va retrouver ça également en Suisse. On parle à nouveau d'espace quand on parle de ces cours d'eau, et en particulier du Rhône. On va parler à Munich au sujet de l'Isar, on va parler d'Isar-Raum. Tout d'un coup, l'Isar n'est plus seulement un cours d'eau, ça devient l'espace Isar. On voit tout le vocable politique et urbanistique évolue peu à peu pour faire des cours d'eau à nouveau des espaces. Alors concrètement, ça va permettre beaucoup de réflexions et puis des projets très concrets qui aujourd'hui, 20 ans plus tard, sont en train d'être réalisés ou complétés. Et c'est là que c'est intéressant justement de voir comment cette évolution historique qui nous a fait passer par une sorte de combat maximum et de restriction maximale des cours d'eau nous amène à retrouver de l'espace dans des territoires qui sont en l'occurrence aujourd'hui très peuplés, très bâtis et très exploités, et de voir comment concrètement ça se produit. Donc j'ai exploré comme ça quelques grands programmes plus petits et plus grands, disons, avec des deltas, on va dire, en termes de budget de 100 millions à 2 milliards et demi, pour vous donner un peu une échelle de valeur, sur des linéaires de rivières qui vont en gros de 5 km à 400 km. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément une échelle typique de l'intervention sur les cours d'eau. Ça peut se faire à toutes les échelles et on va y trouver en fait un certain nombre de points communs et de différenciations évidemment culturelles entre les territoires alpins et les territoires d'estuaire, puisque j'ai essayé d'analyser un peu les deux extrêmes et les intermédiaires. Alors, un premier exemple, c'est l'exemple de l'Isère dont je vous parlais, qui a été donc canalisé, asséché, les méandres ont été coupés, tout ça essentiellement pour protéger donc la ville de Grenoble qui se trouve ici à la confluence de deux rivières, l'Isère et le Drac. Est né donc vers les années 2000 un projet qui en fait était dans les placards depuis déjà les années 20 du siècle, avec ce qu'ils avaient appelé le plan Schneider, qui était à l'époque un grand bureau d'hydraulique à Grenoble, avant de devenir une société plus connue. Et ce plan, en fait, a été réalisé depuis, donc réimaginé, réinventé autour des années 2000 et réalisé aujourd'hui sous le vocable de Isère-Amont, puisqu'en fait, il vise à créer de l'espace pour la rivière dans toute la partie que vous aviez vue sur la représentation en 3D. Donc, dans toute la partie amont de Grenoble, l'espace grenoblois étant urbanisé, on va dire pas loin de 100%. Donc, clairement, il n'y avait plus d'espace dans l'espace au cœur de l'agglomération pour faire passer plus d'eau. Donc, la seule alternative étant en fait, là aussi de stocker l'eau un peu en amont, en tout cas de le permettre de s'étendre un peu en avant. Et cette stratégie-là, elle avait été en fait constatée, enfin, on avait pu constater son efficacité au moment de rupture de digues dans le passé. C'est-à-dire en fait des ruptures de digues en amont de Grenoble avaient justement prouvé que une rivière qui s'étend baisse de niveau. Ça paraît évident, mais ça avait pu être constaté très concrètement. Alors, la politique de ce projet, enfin la stratégie de ce projet, elle est relativement simple. C'est-à-dire qu'on est dans une vallée très urbanisée, mais dans la partie centrale et pas encore complètement mitée, et où par contre, quand on arrive aux portes de la ville de Grenoble, on se retrouve entre autres avec un campus, avec un cimetière, avec un hôpital régional, enfin avec toutes les fonctions les plus stratégiques et les plus vitales de l'agglomération grenobloise se retrouvent en fait à proximité de la rivière. Donc les ingénieurs là sont allés chercher en fait tous les endroits où l'eau pouvait déborder sans impacter l'espace bâti, et ont créé comme ça une série de ce qu'ils ont appelé des champs d'inondation contrôlés, des CIC, qui est donc un ancien nouveau concept. Et ces CIC permettent en fait de passer, de revenir, de faire un petit pas en arrière, en tout cas vers la situation antérieure, qui était que le lit mineur de l'Isère pouvait bénéficier d'un lit majeur très, très vaste, tout en protégeant donc les installations des piémonts. Et en fait, en redéfinissant des arrière-digues,
ce projet a redéfini un limageur d'une certaine manière, en évitant les parties urbanisées. Il reste quelques habitations, quelques constructions dans les fameux CIC, mais ils sont protégés individuellement, de manière justement à protéger les équipements vitaux qui se trouvent dans la ville de Grenoble. Donc ils ont redéfini en fait à la fois un limageur, et en même temps, ils redéfinissent un paysage qui est un paysage qu'on va dire un peu fusible. Et le fusible, c'est tout simplement un déversoir, c'est une partie, un endroit où les digues sont tout simplement un peu légèrement surcreusées, de manière à laisser passer l'eau à partir d'un certain niveau dans la rivière. Mais c'est pas la seule. C'est pas la seule mesure qui a été prise. Elle s'est accompagnée d'autres mesures. Alors d'une part, effectivement, les bâtiments qui sont se retrouvent dans les champs d'inondation, entre autres des bâtiments agricoles, hein, eux sont protégés individuellement par des petits merlons, sachant que les hauteurs d'eau attendues dans ces champs d'inondation ne sont pas vertigineuses. Les infrastructures, ici en l'occurrence une autoroute, sont utilisées pour caler l'inondation, donc sont à certains endroits utilisées simplement comme une sorte de bordure naturelle, entre guillemets, naturelle évidemment. Et là où il n'y a pas de bordure extrême au limageur, on a créé des arrière-digues pour protéger les extensions suburbaines de la ville de Grenoble. Autre intervention, ça a été de ramener les anciennes ripisylves qui s'étaient retrouvées à l'extérieur de la digue, et de déplacer les digues pour les ramener à l'intérieur, à la fois pour restaurer leur capacité aussi à absorber une partie du cours d'eau, des crues, mais aussi pour améliorer leur qualité écologique. Ici, vous voyez justement une image d'une ripisylve qui était retrouvée du mauvais côté de la digue, et qui du coup perdait sa qualité de ripisylve, et qui a été, au cours de ces travaux, réintégrée au cours principal de la rivière. Et ce que vous voyez ici, c'est la digue qui a été arasée et déplacée plus à l'extérieur. Ces paysages de fusibles, on va en retrouver d'autres ailleurs. Ils sont bien sûr toujours liés à la présence d'une agglomération en amont. Et je précise cela parce qu'en fait, on pourrait se dire en quoi sont des projets urbains, d'une certaine manière. Et en fait, il y a un lien indissoluble entre ces projets-là et l'existence de villes à proximité. Ici, on voit l'estuaire, alors l'avant-delta du Rhin-Meuse. On a les eaux de la Meuse au sud et du Rhin au nord, alors qu'ils changent de nom aux Pays-Bas tous les 50 km, donc ils ne s'appellent plus le Rhin, et ce sont bien les eaux du Rhin. Et on voit ici l'agglomération des Drechtsteden, donc Dordrecht, Papendrecht, Barendrecht, etc., qui est une conurbation extrêmement industrielle. On le voit d'ailleurs à tous les espaces portuaires ici. Grosse industrie lourde, industrie chimique, donc avec un risque assez important de catastrophes industrielles. En plus, un risque réel aussi de catastrophes humaines, puisqu'on est sur des villes qui sont globalement étendues sur des polders qui sont situés en dessous du niveau des rivières. Donc toute cette conurbation-là, très linéaire le long des diffluents du Rhin et de la Meuse, en fait, vont être sécurisés en intervenant légèrement en débord, en l'occurrence sur l'espace Biesbosch, Nordward et Overdiep. Et comment ça va se faire, ça, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est justement en essayant avec un objectif très très simple qui est que le gouvernement va dire, vu les projections pour 2050, il faut qu'on baisse le niveau de nos rivières en cas de crue de 30 cm. Ça paraît comme ça un peu arbitraire, mais en l'occurrence, c'est la baisse qui est nécessaire pour éviter les débordements de digues ou les ruptures de digues dans les villes justement de Dordrecht ou de Gorinchem, qui est juste en amont, ou la petite ville de Werkendam que vous voyez ici. Et pour cela, ils vont à la recherche d'espaces qu'on peut inonder et qui sont susceptibles d'absorber justement les chocs et d'absorber les grandes crues. Alors Overdiep, donc c'est le petit polder que vous voyez ici, en bas à droite de l'image. Ce polder-là, en fait, il est issu d'une longue histoire de transformation du cours d'eau, la vieille Meuse ici, l'ancien bras de la Meuse, l'ancien cours, pardon. Donc on voit ici le cours au XVIIIe siècle qui va être complètement retracé, redessiné au XIXe siècle. Et ce polder, du coup, va se retrouver un peu isolé, en tout cas défini par l'ancienne Meuse et la nouvelle Meuse, la Berchemaas et l'Oudemas.
Et c'est sur cet espace-là que l'État va jeter son dévolu en se disant on peut y stocker une grande quantité d'eau et donc faire baisser le niveau de la rivière. Alors l'État va arriver avec deux options. Qui vont dire, première option, ils vont dire bon, on achète tout le polder, on renvoie les fermiers chez eux, ou en tout cas, évidemment, on les exproprie, on les indemnise, mais on oublie la fonction agricole. Deuxième option, on coupe le polder en deux dans la longueur et on garde la moitié de la zone agricole. Et ça, en fait, évidemment, les agriculteurs, il y en a relativement peu, une petite vingtaine dans le polder, ils sont satisfaits ni par une option ni par l'autre. Dans une option, c'est aller voir ailleurs, mais il n'y a pas d'espace disponible ailleurs aux Pays-Bas. Donc, aller voir ailleurs, en l'occurrence, ça veut dire aller voir dans l'est de la Pologne si vous trouvez du terrain agricole à cultiver. La deuxième solution, elle met finalement toute la communauté agricole en danger parce qu'elle diminue tellement la surface exploitable qu'elle la rend difficilement rentable. Et puis elle suppose de toute façon que la moitié, voire les deux tiers des agriculteurs doivent disparaître, ce qui est aussi une difficulté majeure pour une communauté, une petite communauté villageoise. Et en fait, les agriculteurs, un peu aidés par des consultants paysagistes urbanistes, vont arriver à une troisième option qui vont appeler le Terpenplan, le plan des tertres. Et en fait, ils vont réactualiser cette vieille technique, donc free zone, de vivre sur des petites collines pour se protéger des crues majeures. Et c'est ce qu'on voit donc sur cette image en bas. Et c'est ce plan-là qui va être réalisé, en fait, dans justement un va-et-vient assez intéressant entre l'État central qui pose les grands objectifs de baisse de niveau d'eau et qui pose aussi l'argent sur la table, et puis des acteurs très très locaux, en l'occurrence donc une petite vingtaine d'agriculteurs, qui vont dire, nous, il nous faut à peu près tant d'espace et on est prêt à encaisser les crues tous les 25-30 ans, pas tous les ans évidemment, et puis par contre, on veut réfléchir au statut du coup de cet espace-là, qui n'est plus seulement un espace agricole, qui est aussi un espace habité et qui est aussi un espace de crue. Donc là, très concrètement, on va dessiner des collines artificielles, des tertres. On va les remblayer de plusieurs mètres pour qu'ils soient au-dessus du niveau des crues. On va les accrocher assez prudemment à l'ancienne digue de l'ancienne Meuse, de la vieille Meuse, qui va servir justement de butée et sur lequel va s'accrocher ce chapelet de tertres. Et toutes les exploitations agricoles vont être reconstruites, réaménagées sur les terres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une véritable ambition à la fois paysagère et architecturale, puisqu'en fait, le Rijkswaterstaat, l'agence de l'eau nationale des Pays-Bas, va même organiser un concours de maîtrise d'œuvre pour le dessin des fermes. Ce qui va être d'ailleurs reçu par les agriculteurs avec plus ou moins d'enchantement, parce qu'ils ne voient pas toujours d'un bon oeil le fait que des architectes leur dessinent leur habitation et leur ferme. Mais globalement, ils vont mettre la barre très très haut en termes d'exigences esthétiques aussi sur un projet qui va devenir aussi un projet phare et qui va être visité, très très visité d'ailleurs. Alors finalement, c'est un paysage extrêmement banal dans le paysage hollandais. Vous le voyez ici, c'est une nouvelle ferme qui est en cours en fin de construction. Vous voyez le tertre, cette plateforme qui disparaît dans un paysage comme ça très très hollandais, très horizontal, très étiré, et où on comprend très bien en fait que comment toutes ces terres-là peuvent simplement de façon gravitaire se recouvrir des eaux de la Meuse et les recevoir et les stocker pendant quelques jours ou quelques semaines, le temps qu'il faut pour que le niveau du fleuve redescende. Alors si on repart un peu plus au nord de ce polder, on revient vers le Biesbosch, le cœur du Biesbosch et le polder de Nordwaard. C'est une histoire encore plus édifiante, puisqu'on peut dire qu'elle résume d'une certaine manière l'histoire des Pays-Bas et l'histoire des estuaires. Ici en haut, vous avez une image du Grote Waard, le Grote Waard, la grande région, si on peut dire, pour traduire un peu littéralement. Au début du XVe siècle, c'est le plus grand polder des Pays-Bas. C'est un espace gigantesque asséché justement dans les bras de la Meuse. C'est la grande réussite du pays, c'est un espace extrêmement fertile. Il est parsemé de villages et bordé donc par trois grosses villes à l'époque. Tout est relatif, mais Werkendam, Dordrecht et Geertruidenberg. Deux orages, de grands orages, les fameux orages de la Sainte-Élisabeth, inondent complètement ce paysage. Ce qui était le plus grand polder hollandais et probablement européen de l'époque disparaît en un an, disparaît de la carte.
et devient un immense marécage. Marécage qui petit à petit va à nouveau s'enliser avec les apports spontanés de matériaux. Et puis au fur et à mesure que ces matériaux se déposent, on va à nouveau créer un peu, mettre des digues autour de ces petits îlots spontanés, et puis à nouveau étendre la ville. On voit ici Dordrecht reconstitue son territoire, l'étend à chaque étape. Et puis on va arriver comme ça au début du XXe siècle où petit à petit on a arrivé à agglomérer tous ces espaces-là en deux grands polders, le polder de Dordrecht, aujourd'hui une grosse ville, et le polder de Nordward, qui lui est resté un espace essentiellement agricole. Et c'est dans les années 30 qu'on va même faire des projets pour complètement assécher et endiguer toute la partie de l'estuaire et revenir finalement à l'époque du XVe siècle. Mais c'est justement à peu près à cette époque-là qu'on commence à douter de la capacité de ces paysages à encaisser les crues. Et puis c'est les années 30, c'est la crise, c'est l'avant-guerre, donc le projet ne se fait pas. Bien heureusement, on pourra se dire, puisque c'est donc au début, il y a une quinzaine d'années en gros, que justement les Pays-Bas se mobilisent en disant il faut faire de la place à l'eau. Et cet espace-là, c'est un espace où il y avait de l'eau partout et une qualité paysagère exceptionnelle, assez remarquable. Et le paysagiste à qui on va demander de dessiner, de réouvrir ces polders au passage de l'eau, Robert de Koning, va justement s'inspirer, il va littéralement utiliser la carte début du XXe siècle ou fin XIXe siècle et s'inspirer de tous ces chenaux de marée pour redessiner un paysage qui est à la fois un paysage d'aujourd'hui, parce que c'est un paysage qui est quand même productif, on a des polders, on a des fermes, on a des infrastructures, on a des grandes réserves d'eau potable, et en même temps qu'il y a un paysage d'hier parce qu'il revient un petit peu justement sur cette myriade d'îlots et sur un paysage comme ça très dynamique. Et ce qui est intéressant dans ce plan, c'est que c'est pas seulement donc le long poldering, c'est pas seulement la dépolderisation, c'est aussi la recréation d'un paysage, et d'un paysage qui a un intérêt donc technique, c'est-à-dire qui va permettre aux grandes crues de la rivière de passer, de s'évacuer plus rapidement vers l'estuaire. Et en même temps, il va créer une sorte de grande réserve de paysages et de nature à proximité des grandes villes de la Hollande du Sud. En l'occurrence, on est ici entre la Brabantstad, dans l'agglomération du Brabant, et puis juste au nord, l'agglomération d'Ordrecht, Rijnmond, Rotterdam, dans lequel on a aussi plusieurs millions d'habitants. Et là, le but avoué va être aussi de dire, en fait, la gestion des crues nous permet aussi de pérenniser des espaces de nature dans un pays qui souffre d'une absence générale d'espaces naturels. Donc, cette image-là qui va arriver à l'état maximum d'assèchement et d'endiguement, on va faire un pas en arrière et c'est le polder de Nordward, donc qui va être resegmenté en plus petits polders, donc un retour ici on voit vers le 19e siècle. Les polders centraux vont être réouverts pour faire passer l'eau et lui permettre, en cas de crue, de s'évacuer plus rapidement vers l'estuaire. Alors là aussi, un peu plus concrètement, comment ça marche? Eh bien, on va avoir toute une gradation dans le Nordward, justement, qui va générer un paysage extrêmement varié, extrêmement riche, dans ce qui était au départ un grand marécage. Donc on va conserver quelques polders agricoles, d'agriculture intensive, avec les habitations, fermes habitations, là aussi à nouveau juchées sur des terres surélevées, reliées par des digues, elles également surélevées. On va réouvrir certains chaudeaux de marée, avec, d'ailleurs, on se rappelle à une certaine archéologie du paysage pour retrouver justement les anciens tracés. On va créer des grands espaces d'agriculture extensive qui peuvent être utilisés pour la pâture et le bétail peut se réfugier sur quelques refuges surélevés. Et puis il va y avoir des espaces effectivement littéralement de nature, ce que les Hollandais appellent la nature humide, les natte nature, qui là, eux, vont être en eau et subir les marées quotidiennes. Donc on va avoir une gradation entre des espaces qui sont inondés pratiquement à chaque marée ou pratiquement tout le temps en eau, des espaces qui vont être eux aussi sous l'influence des marées, des espaces qui vont être plutôt utilisés à nouveau comme fusibles en cas de grande crue, et puis des espaces qui eux seront au-dessus des grandes crues. Et ça va donner des paysages comme ça. Extrêmement vaste et varié, où on voit ici justement une des délimitations, une voie, piste cyclable et une piste ouverte pour les agriculteurs, qui serait l'équivalent de cette voie-ci, donc qui départage un espace d'agriculture, de nature humide et un espace d'agriculture extensive.
Et tous ces espaces-là sont aussi devenus effectivement des grands espaces de loisirs très très prisés des Hollandais, des Brabantois. Troisième exemple, où on se rapproche un peu de la question urbaine et qui intéressera peut-être plus précisément un peu plus les architectes, c'est le projet de Meerstraat qui est en train de se construire, qui a été conçu au début des années 2000. Donc, on voit aussi le temps de la ville est aussi un temps assez long. Et Meerstraat, c'est un projet qui se développe à l'est de la ville de Groningen, Groningen, au nord des Pays-Bas, qui va se développer en fait pour trois raisons, ou une sorte de rencontre des planètes qui va se faire dans cet espace-là. D'une part, la ville de Groningen essaye désespérément de retenir ses habitants les plus aisés qui ont tendance à partir, acheter des fermes dans les villages alentours, et où du coup, bah, elle perd aussi sa base fiscale et elle se retrouve un peu en danger économique. Donc, elle cherche à retenir ces gens-là, mais du coup, à les retenir et à proposer un habitat de qualité, un habitat vert, un habitat plutôt relâché en termes de densité. On a donc ce désir-là de la ville. On a l'agence de l'eau locale qui cherche de l'espace pour stocker l'eau, en particulier l'eau qui est évacuée ici vers la mer du Nord. On a ici un des canaux principaux qui draine toute la région et qui menace en permanence d'inonder à la fois le centre-ville de Groningue et tous les pôles d'air autour, ce qui va d'ailleurs se passer dans les années 90. On va voir cette photo de la reine Béatrix, elle est prise justement sur cette digue ici. Donc l'agence de l'eau cherche de l'espace pour stocker les crues. Et le ministère des espaces ruraux cherche de l'espace pour créer ce qu'ils appellent les Coloris Hoofdstructuur, donc des grandes trames vertes et bleues nationales qui doivent idéalement passer par ici. Donc ces grands projets se rencontrent et autour de ces grands projets, ben, on a des promoteurs qui, eux, se disent, bon, à fois, si on pouvait construire quelques milliers de logements chers dans le segment haut de gamme à proximité de Groningen, on pourrait gagner beaucoup d'argent. L'intelligence de ce moment-là, ça va être de se dire, en fait, on va essayer de rassembler toutes ces demandes, toutes ces attentes en un projet et les rassembler comment? Ben, en créant un lac. Là, on est dans un polder, on voit sur cette carte topographique que j'ai générée avec un modèle numérique de terrain, elle montre assez bien la différentielle d'altitude qu'on a entre la vieille ville qui est sur un banc sableux et ce polder qui est en fait très humide, peu fertile et qui a très peu de valeur agricole. Donc en fait, tous les gens qui sont autour de la table vont se dire c'est l'endroit idéal, on est près de la ville, mais on est déjà dans le grand paysage, donc on peut créer un espace d'habitat assez luxueux dans le paysage. Le gouvernement se dit pour moi c'est l'endroit idéal pour faire passer ma grande liaison écologique. Et l'agence de l'eau dit pour nous que c'est idéal parce qu'on est tout près du grand canal, donc on peut vider le canal quand on a besoin de faire baisser le niveau de l'eau. Et le projet Meerstraat naît comme ça d'une rencontre assez providentielle entre des exigences et des acteurs qui travaillent relativement peu ensemble, finalement. Les acteurs de la nature, les acteurs du développement urbain et les acteurs de la gestion de l'eau. Alors, les principes de développement, après, ils vont être déclinés par un grand consortium d'urbanistes, paysagistes. Évidemment, tous les services de la ville vont s'y mettre. J'en ai fait partie à une époque, en quelques années, de ces acteurs. Et en fait, le plan va donc petit à petit donner forme à un grand lac de 600 hectares qui devra se construire par étapes et autour duquel vont être créés différents milieux habités dans les parties boisées autour du lac, un peu plus dense en liaison avec la ville, avec à ce moment-là l'espoir de pouvoir construire une ligne de tramway vers une sorte de ville qui serait plantée au milieu du lac. Et puis toute une structure paysagère qui fera à la fois la part belle aux grandes zones naturelles et en même temps à un paysage post-agricole, on va dire, et forestier. Arrive le boom, le crash immobilier de 2008, la faillite de Lehman aux États-Unis et le crash global de l'immobilier dans toute l'Europe qui suit. Et une des conséquences, ça va être qu'un projet qui a gonflé jusqu'à proposer à une époque la construction de 10 000 logements, ce qui pour une ville de la taille de Groningue était très très ambitieux. En fait, le projet financièrement s'écroule comme tous les autres projets, mais il rebondit avec un projet alternatif où en fait un nouveau groupement est appelé à faire un nouveau plan dans lequel on ne parlera plus de master plan ou de plan tout court, on va parler d'étape finale de développement possible. Donc en fait, on va commencer à penser en scénario en se disant
L'important, c'est que ce lac se fasse parce qu'on a besoin de stocker cette eau. L'important, c'est que ce paysage se prépare à accueillir un jour de l'habitat, mais il peut se faire de manière très, très progressive et de manière beaucoup plus étalée dans le temps, beaucoup plus phasée. Et on va imaginer un processus urbain, en fait, beaucoup plus raisonné et beaucoup plus progressif. Et le plan de départ, en fait, les principes du plan de départ vont rester, c'est-à-dire cette idée d'avoir quand même des bords de lac assez relativement denses, une densité hollandaise, là aussi, à nouveau, hein, euh, R+2, R+3, quelques îles très exclusives dans le lac avec des villas sailing où on peut à la fois garer son bateau et ses deux BMW, et puis de l'habitat un peu plus sur le mode agricole. Donc en fait, on va avoir une réflexion un petit peu de promoteur, si je puis dire, hein, sans arrière-pensée dans le terme, où en fait réfléchir à comment est-ce qu'on place nos différents produits, pour les gens qui veulent vraiment avoir la vue sur l'eau, ceux qui veulent vraiment être isolés sur leur île, et puis ceux qui souhaitent plutôt un paysage un petit peu rural, plus domestique. Et ce paysage, il se construit. Et effectivement, se construit aujourd'hui un paysage qui mêle l'habitat et l'eau d'une manière assez somptueuse, si on peut dire. Euh, et en même temps, il se construit aussi sur un mode extrêmement commercial, extrêmement efficace, puisque là, je vous mets un petit peu ce qui est mis à disposition et mis en vente sur le site Merchstat, où on va voir justement toute cette palette de produits immobiliers qui vont répondre à tous les désirs du consommateur landais moyen. Et ça va aller de la petite, alors ce qu'on appelle joliment la bouderette, la fermette aux Pays-Bas, donc la petite maison isolée sur sa parcelle, à le typique, la maison en bande typique avec ses deux garages, ou le néo, pardon, le néo rétro qui fait rage aussi aux Pays-Bas depuis une dizaine d'années. Alors, ce qui est intéressant dans ce Merchstat, c'est que cette rencontre qui paraissait mirifique à un moment donné du promoteur, de l'hydraulicien, de l'urbaniste et de l'écologue, elle échoue dans un premier temps par excès d'ambition et par une sorte d'inflation financière, et puis en fait elle repart sur un mode beaucoup plus doux, beaucoup plus lent, mais en même temps qui, dans l'idée d'un développement plus durable, en fait, est d'autant plus légitime qu'en fait la ville et le paysage vont pouvoir grandir ensemble et accueillir aussi de plus en plus d'eau au fur et à mesure que le lac s'étend, et en même temps accueillir de plus en plus d'habitants dans l'aire urbaine de Groningen, donc autant d'habitants qui n'iront pas habiter à 20-30 km et engorger un peu plus les voies qui convergent vers le lac. Je vais passer à un deuxième chapitre sur un saut d'échelle, c'est-à-dire que là vous avez des exemples qui sont, bon, on peut considérer que ça comme de la grande échelle, mais en termes de gestion des crues et des bassins versants, on n'est pas encore au maximum. À quel moment on peut dépasser cette échelle du projet métropolitain ou urbain pour arriver à un véritable projet de territoire? Il y a deux pays qui se sont lancés dans l'aventure, donc ce sont la Suisse et les Pays-Bas, sensiblement à la même époque, en l'occurrence à la fin des années 90, sensiblement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il y a eu des rapports qui ont montré la grande fragilité des territoires de rivière, de la région des rivières aux Pays-Bas et de la vallée du Rhône en Suisse. Et puis deux grosses piqûres de rappel avec des crues dans les deux cas qui ont clairement montré aux autorités locales et nationales qu'il y avait urgence à imaginer un projet. Alors, le projet suisse, c'est Rhône 3, la troisième correction du Rhône, qui concerne donc le Rhône alpin en amont du lac Léman, qui est ici, qui a l'avantage, si je puis dire, de la simplicité en termes de territoire, c'est-à-dire que le Valais, c'est une vallée, et c'est un canton, voire un canton et demi, puisqu'en fait, on n'a que cette partie-là qui est dans le canton de Vaud. Donc, on pourrait dire qu'il y a une certaine simplicité de gestion de ce territoire. Et le canton de Valais donc, va s'engager dans une réflexion dans les années 95, 80, 2000 pour imaginer une troisième correction du Rhône. Alors pourquoi troisième? Parce que le Rhône est passé, disons d'une époque à peu près à l'époque napoléonienne, d'un fleuve très dynamique, forcément un fleuve alpin, donc avec des variations de débit extrêmes. Un fleuve qui, dans certaines parties de la vallée, occupait plus de la moitié du plancher de la vallée.
Ça, c'est une représentation 3D que j'ai reconstituée d'après des cartes anciennes, et qui est passé à un fleuve qui occupe de la moitié. Il occupe aujourd'hui à peu près 5% de la largeur de la vallée dans ces mêmes espaces. Ici, on est au sud de la capitale du canton, Sion. Et on voit que tout le reste de la vallée, petit à petit, a été occupé d'abord par des extensions urbaines le long des routes principales, puis un aéroport qui s'est installé dans la partie plane, évidemment, puis des grandes cultures maraîchères et fruitières, une autoroute qui est venue s'ajouter à la voie ferrée qui avait été construite au 19e, et des gravières, puisqu'il a bien fallu construire toutes ces infrastructures, et pour les construire, il a bien fallu extraire des graviers de la vallée. Donc on se retrouve avec un fleuve impétueux et très variable, concentré et réduit à un petit canal écrasé comme ça au bord d'une vallée, et qui clairement, un chenal qui clairement n'était plus capable d'accepter les crues qui étaient prévues par les hydrologues. Ce constat, il est fait, et il est fait à la fin des années 90, et je dirais par chance et par malchance, il y a une petite brèche dans les digues qui fait que un relativement petit espace est inondé dans la vallée du Rhône, et tout d'un coup qui va être un vrai moteur et un véritable accélérateur. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde est horrifié par une sorte de rupture de digue, mais aussi une rupture d'un tabou qui est que le Rhône était un espace sûr. Or, avec ces images-là, l'année 2000, il s'avère que la vallée du Rhône n'est sûre de rien, et certainement pas sûre pour les promoteurs immobiliers, ni pour les agriculteurs. Donc, va suivre une série de constats, d'évaluations qui vont montrer qu'en fait, il y a relativement très faible linéaire en fait du Rhône qui est capable d'encaisser les crues extrêmes qui soient attendues, et extrêmes au sens aussi de crues qui peuvent arriver, qui ne sont pas rarissimes non plus. C'est-à-dire que là, vous voyez les parties vertes sur le tronçon principal du Rhône, et on voit qu'en fait les parties vertes, donc dimensionnées suffisamment en termes d'endiguement, sont très minoritaires. Or, rehausser les digues reste problématique, parce qu'une digue qu'on rehausse d'1 mètre, eh bien, ça veut dire qu'il faut l'élargir de 6 mètres, puisqu'on ne peut pas faire des pentes de 1 pour 1. Ça veut dire des expropriations en cascade, et puis ça veut dire toujours le problème de plus la digue est haute, plus le fleuve sera haut, et plus le fleuve est haut, plus c'est dangereux s'il déborde, ou si une digue flanche. Autre problème, une digue, elle est aussi fragile et exposée au changement climatique, au sens où une digue qui doit résister à de plus en plus d'eau, elle va pouvoir céder. Et puis en même temps, une digue qui fait face à des sécheresses de plus en plus marquées, de plus en plus longues, va aussi se fragiliser. Donc ils imaginent le projet mal nommé de troisième correction du Rhône. Alors je dis mal nommé parce que on pourrait se dire que déjà au tournant du début du XXIe siècle, ils auraient pu trouver un nom un peu plus adapté, puisqu'en fait il ne s'agit plus de corriger ce méchant Rhône capricieux et de le remettre à nouveau dans sa prison. Il s'agit au contraire de lui donner de l'espace. Sauf que donner de l'espace au Rhône dans un pays comme ça, très agricole et très urbanisé, comme vous le voyez, euh, redonner de l'espace à la rivière, c'est déjà, rien que dans l'idée, assez difficile à accepter pour les agriculteurs. Donc le canton va essayer en fait d'avoir une politique qui, en tout cas séduit tout le monde, à défaut de plaire à tout le monde in fine. Il va sortir comme ça un petit logotype qui montre à la fois que tout le monde il prendra plaisir, à la fois le fleuve qui va pouvoir zigzaguer un petit peu, les oiseaux qui vont retrouver de l'espace de nature, les agriculteurs qui ont toujours l'espace cultivable, et puis les promoteurs, puisqu'il y a toujours des petites maisons au bord du Rhône, donc quand même tout le monde y trouvera sa place. Et ils vont énumérer comme ça un certain nombre de d'exigences territoriales, qui va être en fait une liste assez interminable, je crois, de 14 points qu'il va falloir respecter, en passant par la pêche, la gestion de l'eau, l'énergie, l'urbanisme. Et ils vont essayer en fait de faire de la correction du Rhône un Gesamtkunstwerk, donc une œuvre d'art totale, si je puis dire, à l'échelle de la région. Ils vont s'engager après, une fois les grands constats faits sur l'ensemble du linéaire, une fois les digues analysées sur l'ensemble, en fait, ils vont poser les grandes bases en disant, en gros, l'idée, elle est assez simple, c'est on va élargir là où le sol est pas cher et on va monter les digues là où il est très cher. C'est évidemment pas dit comme ça, mais au final, c'est bien ça que propose le canton à l'origine, c'est-à-dire de remonter les digues dans les parties urbaines et périurbaines, et de reculer les digues dans les parties agricoles.
Ça paraît être de bon sens et être évident. C'est ce qui se fait d'une manière générale dans pas mal de grandes métropoles, hein. Je veux dire, si la gestion des crues à Paris se fait essentiellement 50 km en amont sur les terres agricoles. Mais ça passe mal parce que le milieu agricole est puissant en vallée et ils n'acceptent pas l'idée du tout qu'on leur dise vos terres valent beaucoup moins que des terres urbaines, donc on vous sacrifie pour sauvegarder les espaces constructibles en ville. Donc ils vont combattre le projet, et ils vont combattre hectare après hectare pour récupérer de l'espace, tandis que les écologistes, à l'inverse, essayent, eux, de gagner des hectares pour le fleuve et pour la nature. On va se retrouver avec une guerre de tranchées entre écologistes et agriculteurs, avec le canton qui essaye tant bien que mal de faire la part de l'eau entre les deux, si je puis dire. Et là où ce processus est intéressant, c'est qu'en fait, il va d'une certaine manière trouver un peu sa porte de sortie ou être sauvé par les réflexions qui vont se faire à l'échelle locale. Aussi un exemple à l'échelle de Sion, où en fait, pendant une dizaine ou une quinzaine d'années, le canton en fait laisse les professionnels de l'aménagement d'une certaine manière en dehors du débat. C'est-à-dire que dans toutes les études qui sont faites pendant les 10 ou 15 premières années, vous trouverez très très peu d'architectes, quelques urbanistes, pas un seul paysagiste, et où en fait ils essayent finalement de garder un peu le développement du projet uniquement dans la sphère politico-technologique, si on peut dire, et hydraulique, et d'évacuer la question en fait de l'aménagement du territoire. Or, c'est justement dans cette dimension-là, au moment où la ville de Sion enfin décide de s'emparer du sujet, et au départ la ville de Sion se disait en fait, en tout cas les élus se disaient en fait bon c'est un problème technologique, il faut faire passer tant de mètres cubes d'eau par seconde, nous ça ne nous regarde pas. Puis en fait petit à petit il y a des gens dans la ville qui vont se dire bon, en fait c'est une opportunité assez incroyable de repenser le rapport de la ville au fleuve. Et eux vont essayer de lancer des études, ils vont faire intervenir des écoles aussi, le TH, le PFL, il va commencer à y avoir des réflexions sur ce sujet. Et la ville de Sion va en fait se rendre compte que c'est une chance pour la ville, en fait, ce projet Rhône 3, et que c'est une chance à la fois pour redévelopper le cœur de la ville et faire d'une commune qui se voit d'abord comme une ville de montagne, d'en faire aussi une commune fluviale. Et en même temps, de redéfinir aussi la périphérie qui s'étend de manière assez irraisonnée sur les terres agricoles, mais de faire de ça aussi un véritable projet urbain. Et ils vont, in fine, également engager des grands bureaux d'urbanistes pour travailler, en fait, mettre en relation ce projet de correction du Rhône et l'extension urbaine de la ville. Et ça va être un modèle qui va inspirer un peu la suite, où on va enfin arriver, donc le projet, en gros, démarre en 2000. 18 ans plus tard, en 2018, le canton du Valais se décide à lancer une étude d'aménagement du territoire et de paysage. Et c'est l'équipe menée par Base Paysage, basée à Lyon, qui va remporter cette consultation et qui est aujourd'hui en négociation pour voir comment ils vont réaliser ce projet. Et là, la proposition de base, elle est intéressante à plus d'un titre. C'est que, en fait, ils vont. En fait, oui. Ouais, de toute façon, je me suis endormi, j'ai raté la moitié. Pour celui qui s'est endormi, qui a raté la moitié, je pense qu'il y aura un replay disponible. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tous couper vos micros en tour de Frédéric Rossano? Et sinon, voilà, sinon il y aura un replay disponible. Sinon, je vous conseille le café. Et je vous rassure, j'arrive un petit peu à la fin de cette histoire. Il y a de la place pour aussi des questions-réponses. Donc base, la proposition de base, elle est intéressante à plusieurs niveaux. En fait, essentiellement parce qu'elle sort de l'opposition entre travailler la grande échelle de la vallée ou travailler simplement le ruban du fleuve en disant en fait, ce qu'il faut travailler, c'est transversal. C'est-à-dire que c'est considéré qu'en fait, on ne peut pas redessiner toute la vallée, même si on en a très très envie. Par contre, on peut aller chercher, chaque fois qu'il y a une petite commune, aller chercher des relations qui sont généralement déjà existantes, où ça va être un petit chemin agricole, et puis cultiver ces relations au fur et à mesure que le projet se développe. Et le cultiver à la fois sous la forme d'une réappropriation du limageur, qui avait disparu en fait, puisque les digues avaient finalement complètement asséché le limageur, donc il revient, il est à nouveau appropriable, et en même temps en créant partout où on est face au droit d'une petite commune villageoise, et donner au village finalement la possibilité de créer une sorte d'ambassade de son village au bord du fleuve, dans lesquels les villageois pourront descendre vers la rivière, faire des processions, qui est une pratique encore assez courante dans le Valais, aller se rafraîchir au bord du fleuve, etc.
Alors, on en est aujourd'hui à un moment assez intéressant où justement les paysagistes disent ça y est, on peut enfin renouer un lien entre population et fleuve. Et puis les écologues disent pas question que des gens aillent piétiner cette nature qu'on a eu grand mal à ramener. Des hydrauliciens qui disent mais c'est beaucoup trop dangereux parce que le fleuve il change de niveau souvent et il est très froid. Donc on se retrouve à nouveau un peu où le paysage et l'aménagement du territoire se retrouvent à nouveau au centre des discussions et c'est plutôt une bonne chose. À l'opposé, donc là on est dans les Alpes, à l'opposé vers l'estuaire se joue à peu près une histoire similaire, à peu près à la même époque, c'est le programme Ruimte voor de Rivier aux Pays-Bas, où suite aux grandes évacuations de 1995, donc qui concernent la Meuse et le Rhin, les Pays-Bas qui avaient beaucoup focalisé sur la protection des côtes, tout d'un coup se retournent et découvrent qu'ils ont un gros problème du côté des rivières. Donc, ils vont lancer ce programme Ruimte voor de Rivier, ils vont partir à la recherche d'espace pour l'eau, et puis ils vont très vite masser la population, entre guillemets. Ils vont lancer des grandes campagnes d'information où ils vont pas justement promettre que tout le monde y gagne et que tout le monde va être content, ils vont simplement rappeler aux Néerlandais leur fragilité. Ils vont leur rappeler que vivre en dessous du niveau de la mer, c'est pas une évidence, que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, beaucoup de technologie. Alors là, c'est dit sous le mode un peu de la question. Vivre en dessous du niveau de la mer, comment est-ce qu'on fait? Évacuer l'eau en trop, comment est-ce qu'on fait? Et cette campagne-là, les Pays-Bas vivent avec l'eau, elle va toucher toute la population néerlandaise et elle va les préparer à cet investissement énorme que va être le programme de l'espace pour la rivière, un investissement de 2,5 milliards d'euros. Ils vont imaginer en fait au départ trois grandes stratégies. Et ça, c'est une approche assez typique néerlandaise, cette approche par scénario et qui est intéressante de trouver à toutes les échelles. Un premier scénario qui va être la rivière verte, qui est un peu le scénario semblable au Rhône, qui va être se dire on élargit pratiquement tout le linéaire de cours d'eau qui arrive du Rhin et de la Meuse vers le nord, vers l'Eissel et vers l'ouest, le long de la Maas, vers Sumas, vers l'estuaire. Et on essaye d'alléger justement les axes fluviaux qui vont vers Rotterdam et qui sont vitaux pour l'économie du pays. Deuxième option, ça va être entre les digues, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait on renouvelle cette grande tradition des overlaps, donc des déversoirs de crues qui traversent les polders uniquement pour éviter les grandes catastrophes. Donc on réouvre temporairement des passages de crues en période d'alerte. Troisième scénario, ce qui va être ce qu'ils vont appeler perle sur un fil, c'est un scénario qui prend un peu à contre-pied le sens commun qui voudrait qu'on gère les crues le plus loin possible des habitations et des villes, qui vont dire au contraire, on va essayer de les gérer au plus proche des villes, de manière à ce que les espaces de gestion des crues profitent aux habitants, justement. Et c'est cette vision qui va l'emporter. Parce que la première, elle paraît le plus simple et la plus évidente, si on élargit tous les cours d'eau, mais en fait, elle est aussi la plus chère et en espace, en sol, et la plus difficile politiquement, parce que ça veut dire qu'elle va concerner des milliers de propriétaires et de communes. La deuxième, elle consomme également en fait beaucoup d'espace, dans le sens où ce sont des très grands polders qu'il faut pouvoir inonder, donc c'est une gestion de l'eau qui est assez complexe, et qui demande en fait beaucoup d'aménagement, alors que la troisième demande finalement aussi beaucoup d'aménagement, mais elle a l'avantage justement de pouvoir être portée par les régions urbaines et métropolitaines. Avec quelques grandes réussites. Donc en fait, l'État central va se doter d'une boîte à outils. On dit en gros, il y a 9 façons de faire de l'espace pour l'eau. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, mais il y a les plus classiques qui sont d'abaisser le lit de la rivière, les plus classiques et les moins vertueuses, si on peut dire. Puis il y a les plus contemporaines qui est de reculer les digues ou de créer des bypass là où les chenaux sont trop étroits. Et puis ils vont partir avec leur petite mallette de solutions et une grosse mallette d'euros. Consulter en fait toutes les collectivités locales, les provinces, les villes, les agences de l'eau locales, les chambres d'agriculture, et partir un peu à la recherche de projets, c'est-à-dire d'endroits où il y a possibilité de stopper de l'eau et en même temps possibilité, disons, une sorte d'appétit pour des aménagements urbains. Et ça va donner des projets très très différents. Alors celui de gauche que je vous ai déjà montré, le projet du Nordvaart, qui est donc un grand espace agricole qui est capable
de laisser passer les crues et d'être inondé à volonté, si je puis dire. Donc là, on est quand même sur un projet plutôt d'espace rural et naturel, mais qui profite à une grande région métropolitaine. Et puis à droite, vous avez un autre projet, donc parmi les 35 ou 34 qui vont être développés, qui est le projet Ruimte voor de Waal, donc littéralement de l'espace pour le Rhin, à Nijmegen, ville de Nijmegen, qui va en fait complètement embrasser le projet de l'espace pour la rivière et s'engager dans un dédoublement du fleuve. En fait, ils vont créer un deuxième bras du fleuve pour faire passer les crues, et au passage vont complètement redévelopper leur front existant, le front urbain, vont développer des nouveaux quartiers périphériques, mais de grande qualité, puisqu'ils vont eux aussi se retrouver au bord du fleuve, et se retrouver avec une nouvelle île au cœur de l'agglomération, ce qui est aussi une grande richesse, une île qu'ils vont relier avec des nouveaux ponts, des nouvelles infrastructures. Donc on va avoir à la fois un projet de rendre de l'espace à la rivière, et en même temps une sorte de boom créatif en matière urbaine. Nos conclusions sur toutes ces expériences pour faire la part de l'eau, d'une part, qu'il faut élargir les palettes d'outils. On a pendant plusieurs siècles vécu sur une approche un peu binaire des choses, c'est que quand un cours d'eau a besoin d'espace, soit on creuse, on lit, soit on rehausse les digues. Clairement, on est arrivé au stade où on ne peut plus utiliser ces ressorts-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va supprimer toutes les digues, mais ça veut dire qu'il faut trouver d'autres stratégies. Et que les autres stratégies, elles existent en fait. Elles existent, elles sont de plus en plus variées, de plus en plus diverses, et elles existent à la fois quand on a effectivement de l'espace, par exemple, pour renaturer un cours d'eau en élargissant son cours, mais aussi, ça peut être aussi des fois simplement de décaler une digue, ça peut être aussi des fois, comme à Merstadt, de creuser pour accueillir l'eau, mais aussi du coup de remblayer d'autres endroits pour créer d'autres développements, voire éventuellement de la ville. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de plus en plus d'essayer justement dans nos territoires très utilisés, très exploités, très denses, c'est pas abandonner des territoires à l'eau, contrairement à ce qui se disait hier dans un colloque où j'étais à Rouen sur la résilience de la vallée Seine, on parlait d'abandonner les territoires à l'eau. Il ne s'agit pas d'abandonner les territoires justement, il s'agit de les transformer pour pouvoir continuer à les habiter, mais à les habiter d'une manière qui est adaptée à l'espace de la crue. Donc, ça demande de préciser en termes de démarche de projet un certain nombre de choses. Là aussi, je ne vais pas tout détailler pour en discuter, mais il y a à mon avis 4 grandes rubriques qui sont très importantes dans le développement de ces projets. C'est d'abord le cadrage. Qu'est-ce qu'on propose? Vers quel avenir on va et par quels moyens? Et là, clairement, il y a eu des grands ratés sur certains projets où le cadrage, c'est on va faire un projet qui plaît à tout le monde et tout le monde va s'en sortir plus riche, plus heureux et plus sûr. Et en fait, non, ça n'existe pas. Il y a forcément des gagnants et des perdants. Donc, il vaut mieux cadrer en disant clairement ce qu'on veut faire et chercher des compensations et négocier des compensations que de promettre monts et merveilles. Il y a la question du découpage. Comment est-ce qu'on articule les échelles nationales, régionales, locales? Comment est-ce qu'on fait participer un maximum d'échelles au projet? Il y a la question du phasage, évidemment. On est dans l'urgence climatique, mais transformer une rivière, ça se fait pas en un an, ça se fait pas en 2 ans. Les Néerlandais l'ont fait en 10 ans, ce qui est déjà un record. Et la question du partage, c'est-à-dire avec qui on associe au projet et qui est-ce qu'on associe à la gestion à l'après. Et là, je citerai un peu deux chercheuses néerlandaises, Ames et Koothuis, qui m'ont beaucoup inspiré dans ce travail et qui disaient en fait il faut sortir de la logique du fighting et pour aller dans la logique du caring. C'est sortir d'une logique de combat contre l'eau, pour aller dans une logique, alors caring c'est un peu difficile à traduire, d'une certaine manière c'est soin mais pas au sens de soigner mais au sens de prendre soin de nos paysages, donc de réapprendre à les gérer et se dire qu'il y a deux chimères qu'il faut oublier, c'est la chimère du zéro risque. Zéro risque n'existait pas et n'a jamais existé. Sinon, il n'y aurait pas eu une deuxième correction du Rhône et une troisième correction du Rhône. Clairement, toutes les corrections de rivière ont donné lieu à des corrections ultérieures, donc il n'y a jamais eu de zéro risque. Et l'autre chimère, c'est le zéro entretien. Il n'y a pas de paysage qui s'auto-entretient. L'entretien du paysage, c'est un vrai enjeu des métiers de l'aménagement, des métiers du paysage, des métiers de l'architecture, c'est de se dire qu'on n'est plus dans des logiques de faire des choses pour toujours, définitives, inamovibles. Il faut rechercher la flexibilité et apprendre à mieux gérer le paysage. Troisième dimension capitale, c'est que dans nos territoires très très exploités, très habités, une fois de plus, on ne peut pas les abandonner, personne ne souhaite les abandonner, donc il faut chercher les combinaisons.
et chercher à imaginer des paysages combinatoires. Et ce qui est intéressant dans tous les projets que je viens de vous présenter, c'est qu'en fait, à la sortie, ils ont tous plus de fonctions qu'ils n'avaient à l'entrée. Tous ces paysages, alors certes, il y a eu des rééquilibrages, certes, dans certains cas, les agriculteurs ont dû abandonner une partie de l'espace agricole, mais qui a été réutilisé pour d'autres fonctions. Mais globalement, il y a toujours un enrichissement en termes de diversité de fonctions. Et ça, je crois que c'est vraiment un objectif à conserver. Quatrième axe de réflexion, c'est toujours anticiper le pire. C'est-à-dire que même une fois qu'on a fini de transformer le cours d'eau, de transformer la rivière, il y a toujours ce que les valaisans appellent le fameux risque résiduel. Et le risque résiduel, c'est la crue, l'abominable, celle qu'on n'a pas prévue parce qu'on ne pouvait pas la prévoir. C'est peut-être ce qui est arrivé à Liège d'ailleurs. C'est-à-dire que même quand on dépasse la HQ 50, la HQ 100, il y a peut-être toujours la HQ 1000 qui peut arriver ou la HQ 5000 et qu'on ne sait pas si elle arrivera demain ou dans 5000 ans, mais qu'il faut la prévoir. Et la prévoir, ça peut vouloir dire que, alors ici dans le Valais, il prévoit en plus de l'aménagement du fleuve des corridors d'évacuation des crues exceptionnelles. Ça veut dire qu'à Grenoble, ces fameux champs d'inondation contrôlés, ils n'ont pas un volume fini, ils ont un volume quasiment infini, puisque c'est pratiquement la moitié de la vallée qui peut être inondée. Et c'est justement dans se disant que dans un territoire alpin, ils peuvent arriver, s'il pleut pendant 10 jours sur les montagnes, c'est des quantités d'eau incroyables qui déboulent dans la vallée, et il faut pouvoir aussi accueillir cette eau-là. Et dernier axe de réflexion, je dirais, c'est justement ce qu'on voit dans ces paysages-là, c'est que la gestion des crues ne doit plus être l'apanage des territoires ruraux pour sauver les urbains, finalement, ce qu'elle a longtemps été, mais qu'on doit justement essayer de rapprocher les fluctuations naturelles de ces fameux urbains que nous sommes, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les espaces de crues sont aussi, comme vous voyez ici à Munich, des espaces de loisirs, des espaces d'urbanité, des espaces de nature. Parce que en voyant ces espaces fluctuer, le citadin moyen aussi, il apprend peu à peu que notre environnement n'est pas fixe, il n'est pas stable, il n'est pas pétrifié. Et donc, chaque fois qu'une crue comme ça passe à travers une ville, c'est aussi une petite piqûre de rappel qui nous remet un peu les pieds sur terre. Et ça a une valeur inestimable, beaucoup plus efficace que toutes les campagnes d'information, qu'elles soient sur quelque médium qu'elles soient. C'est de voir une rivière monter, descendre, s'élargir et revenir dans son lit et de constater ces variations. Voilà. Alors aujourd'hui, là je vous ai présenté beaucoup de projets et j'espère en venir à Strasbourg, mais je ne veux pas être trop long. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui on travaille sur Strasbourg et j'espère avoir l'occasion la semaine prochaine d'en parler avec mes collègues liégeois et sur place. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, on est à la croisée de tous ces questionnements-là et que c'est aussi je crois, un dialogue qui pourrait être très riche entre Liège et Strasbourg, c'est que Strasbourg est aussi une ville fluviale, est aussi une ville portuaire, c'est aussi une ville métropolitaine. Ici, on voit la ville de Strasbourg, on voit toute sa région urbaine qui accueille à peu près le double de population. Et on voit qu'en fait, tous les enjeux urbains, d'extension urbaine, les enjeux industriels, les enjeux naturels, puisqu'ici on a les grandes forêts rhénanes au sud, au nord, qui ne se rejoignent pas, les enjeux de connectivité logistique avec les grands canaux français ici qui vont vers Lyon et vers Paris qui rejoignent le Rhin, des enjeux touristiques avec de mémoire 100 000 touristes qui passent sur le Rhin chaque année. Tous ces enjeux-là, ils se rencontrent ici, au cœur de l'espace métropolitain et au cœur de l'espace rhénan, et ils se rencontrent justement dans ce qui peut devenir un véritable laboratoire de réflexion sur à la fois la gestion des crues et sur une forme de conciliation entre développement métropolitain et gestion de l'environnement. Merci de votre attention. Voilà, la partie Strasbourg a été un peu courte, mais je préfère ouvrir la discussion si vous le permettez, et quitte à y revenir. Merci beaucoup, merci pour la présentation. Félicitations pour la présentation, c'était extrêmement intéressant.